Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, conformément à l'article 77 de notre Constitution, j'ai l'honneur et le devoir de me présenter devant vous, représentant du peuple souverain, pour adresser à la Nation ce message annuel sur l'état de notre pays. Le 20 janvier 2024, au moment où je renouvelais devant la Nation le serment de servir la République démocratique du Congo pour un second mandat, j'ai soumis mon quinquennat au respect de 6 engagements fondamentaux devant notre peuple. Depuis, c'est à la lumière des 10 engagements que se conçoivent jour après jour les orientations majeures de l'action de l'État. C'est donc en toute solennité et pleinement conscient de cette continuité que je m'adresse à vous aujourd'hui pour dresser le bilan de l'année 2025. Cet exercice n'est pas une simple formalité institutionnelle pour moi. C'est un rendez-vous de vérité, de redevabilité et d'espérance. Vérité sur ce que nous avons traversé, vérité sur ce que nous avons accompli, vérité sur ce qui reste à accomplir. Redevabilité envers notre peuple qui a le droit de savoir dans quelle direction va la République. Espérance enfin, parce que malgré les épreuves, nous demeurons debout, résolument tournés vers l'avenir. Mes très chers compatriotes, loin d'être une parenthèse dans notre histoire récente, l'année 2025 aura vu l'Est de notre pays plonger dans l'une des périodes les plus sombres de ces dernières décennies. Dès les premiers mois, la coalition AFC M23, bénéficiant du soutien direct de l'armée rwandaise, a déclenché une nouvelle offensive d'envergure, s'emparant notamment de Goma et de Bukavu et étendant son emprise de terreur sur de vastes portions des provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette surenchère militaire s'inscrivait dans une logique bien connue, une entreprise organisée de prédation de nos ressources naturelles et de déstabilisation de nos institutions, qui s'est d'ailleurs accompagnée de violations graves et systématiques des droits humains, exécutions sommaires des civils innocents, violences sexuelles érigées en méthode de combat et déplacements forcés de communautés entières arrachées à leurs terres. Dans le même temps, d'autres groupes armés ont contribué de répandre la mort et la désolation, en particulier en Ituri, où nos compatriotes demeurent prisonniers d'un cycle de violence attisé par des milices locales et étrangères. Qu'on ne s'y trompe pas, nous ne sommes ni face à un simple conflit communautaire, ni devant une rébellion interne de plus. Il s'agit d'une guerre d'agression par procuration visant à contester notre souveraineté sur un espace hautement stratégique. Riche en minerais critiques et en potentialités économiques déterminantes pour l'avenir de notre nation. Face à cette agression, notre légitime riposte a été à la fois militaire, institutionnelle et diplomatique. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la police nationale, les services de sécurité ainsi que les patriotes Wazalendo, ont opposé une résistance farouche à l'agresseur ainsi qu'à ses supplétifs.
Elles ont contenu plusieurs offensives majeures de l'ennemi, stabilisé des axes vitaux, sécurisé des agglomérations stratégiques et protégé des corridors humanitaires. Dans des conditions logistiques, opérationnelles et humaines souvent extrêmement difficiles, nos forces ont démontré un courage et un patriotisme qui forcent le respect et l'admiration. Permettez-moi, avant de poursuivre, de m'incliner avec vous devant la mémoire de toutes les victimes des conflits et des violences qui ont encore cette année endeuillé nos familles, particulièrement à l'est de la République. À leurs proches, j'exprime au nom de la nation tout entière notre compassion la plus profonde. À celles et ceux qui portent encore les stigmates de ces drames, blessés, déplacés, populations contraintes à la peur et à l'errance, je veux dire, votre souffrance ne nous est ni étrangère ni indifférente. L'État est et restera à vos côtés. Je tiens dans le même élan à saluer avec respect et reconnaissance nos forces de défense et de sécurité, ainsi que les patriotes Wazalendo qui, au prix de sacrifices considérables, veillent sur nos frontières et protègent nos communautés. Par leur bravoure, ils incarnent au quotidien la résistance de notre peuple. La République leur est redevable et l'histoire retiendra leur nom et leur engagement. En leur honneur, je vous invite à vous lever et à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Mes très chers compatriotes, tenant compte à chaque fois de la dynamique changeante du théâtre des opérations, j'ai engagé une reconfiguration en profondeur de notre dispositif de défense avec la réorganisation de certains commandements opérationnels, le redéploiement de moyens sur les fronts prioritaires, le renforcement du renseignement et une lutte résolue contre les réseaux de contrebande qui financent la guerre. Ces efforts s'accompagnent d'une réforme structurelle du secteur de la sécurité destinée à professionnaliser davantage l'armée, améliorer la condition du soldat, renforcer la discipline et prévenir toute forme d'abus contre les civils. Nous ne tolérons ni les crimes des groupes armés, ni les dérives de ceux qui portent l'uniforme de la République. Sur le plan du partenariat international, l'année écoulée a marqué une transition majeure. Conformément à la demande que nous avions formulée et au plan de désengagement adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la MONUSCO a mis fin à ses opérations au Sud Kivu en 2024, recentrant progressivement son mandat sur le Nord Kivu et l'Ituri, avant de marquer une pause dans le retrait pour permettre une réévaluation de la situation sur le terrain. Parallèlement, la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, en République démocratique du Congo, déployée à la fin de l'année 2023 pour appuyer la stabilisation de l'Est, a achevé son mandat en mars 2025, confirmant, s'il en était besoin, que nul dispositif externe ne peut se substituer durablement à la responsabilité première de l'État congolais dans la protection de son territoire et de sa population. Ces évolutions ne traduisent aucun repli sur soi. Elles marquent plutôt un choix assumé, celui de passer d'une logique d'assistance sans horizon à une souveraineté renforcée, en consolidant nos capacités nationales et en coopérant avec nos partenaires dans le plein respect de notre Constitution et de nos lois. Sur le front diplomatique, la République démocratique du Congo n'a cessé de porter avec constance la vérité de ce qui se passe à l'est de notre pays. Cette démarche a trouvé un écho favorable au sein de l'Union africaine. Par la voix de son Conseil de paix et de sécurité, l'organisation continentale a dénoncé sans équivoque les exactions de l'AFC M23, des ADF, des FDLR et d'autres groupes armés,
et à réaffirmer l'exigence du retrait immédiat de toutes les forces étrangères présentes sur notre territoire sans l'accord des autorités légitimes de la République. Au même moment, et pour la première fois depuis le début des agressions répétées contre notre pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2773 condamnant explicitement l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo et exigeant le retrait immédiat et inconditionnel de ces forces de notre territoire. C'est dans ce contexte et avec le sens des responsabilités que commande l'intérêt supérieur de la nation que nous avons engagé 2 séquences diplomatiques exigeantes. D'une part, une déclaration de principe signée en avril 2025, les négociations conduites avec l'appui des États-Unis d'Amérique, du Qatar, de l'Union africaine et d'autres partenaires ont abouti le 27 juin 2025 à la signature à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, entré en vigueur à cette date et solennellement entériné au niveau des chefs d'État ce 4 décembre 2025. Adossé à la résolution 2773, cet accord entérine le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, le démantèlement des groupes armés étrangers, y compris les FDLR, la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité chargé de superviser l'exécution, ainsi qu'un cadre d'intégration économique régionale qui ne saurait être mis en application qu'à la condition sine qua non que la sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo soient pleinement garanties. D'autre part, sous la médiation du Qatar et avec l'appui de l'Union africaine, nous avons conclu à Doha, le 15 novembre 2025, un accord cadre entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 qui fixe les piliers d'un futur accord de paix global et définitif fondé sur le désengagement militaire de l'AFC M23, le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des zones occupées. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Je disais, permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Il ne valide ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Il ne saurait non plus être interprété comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple. La justice suivra son cours avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de cette agression. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et vérifiable, non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire, qu'elle soit officielle ou dissimulée derrière des groupes relais. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources
ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, 4e priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarches de réconciliation au plus près des réalités de chaque communauté. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. D'ailleurs, ces faits s'inscrivent dans une réalité établie de longue date par les Nations Unies. En effet, le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, dans son rapport final du 23 juin 2025, puis réitéré au 19 septembre 2025, conclut que les RDF exercent la direction et le contrôle effectif des opérations de l'AFC M23, engageant ainsi la responsabilité de l'État rwandais. Fidèle à la parole donnée et aux mécanismes de vérification convenus avec nos partenaires, la République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté ni à la sécurité de ses citoyens. Comme je l'ai rappelé lors de la cérémonie de signature de la déclaration conjointe entérinant les accords de Washington pour la paix et la prospérité, je reste convaincu que ce tournant diplomatique ouvre un chemin nouveau, exigeant certes, parfois difficile, mais un chemin où la paix est à nouveau à portée de main. La République démocratique du Congo, comme je m'y suis engagé, y prendra toute sa part, avec dignité et constance, aux côtés de ses partenaires. Mais nous resterons vigilants, sans être pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. En définitive, la paix véritable ne viendra ni du seul rapport de force militaire, ni des seules signatures diplomatiques. Elle prendra corps dans le quotidien retrouvé, l'État qui revient avec l'école et les centres de santé, les routes qui s'ouvrent à nouveau, les marchés qui reprennent vie, les entreprises locales qui redémarrent et une jeunesse à qui l'on offre des perspectives d'emploi et d'avenir. À mesure que l'autorité publique se réinstalle, notre cap est sans équivoque. Stabiliser durablement les espaces reconquis et organiser le retour progressif, sûr et digne de nos compatriotes déplacés. La reconstruction de l'Est sera à cet égard l'un des axes les plus déterminants de notre action. Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée. Mes très chers compatriotes, aux défis sécuritaires sus-évoqués s'ajoute la montée préoccupante du banditisme urbain. À Kinshasa, comme dans nombre de nos villes, des bandes de délinquants, les Kuluna, sèment panique et désolation. Ils violent, agressent, extorquent, blessent et parfois tuent des innocents. Face à cette menace, l'État n'a été ni immobile ni spectateur. L'opération Ndobo a été intensifiée dans 10 provinces
pour démanteler les bandes violentes qui empoisonnent le quotidien de nos concitoyens. Surtout, nous avons engagé une gouvernance sécuritaire de proximité fondée sur l'écoute des populations et la responsabilisation des autorités locales. Des comités provinciaux et locaux de sécurité sont déployés et vulgarisés de Kinshasa au Congo central, du Haut-Katanga à la Tchopo. Plus de 4500 membres, autorités administratives, élus, forces de défense et de sécurité, société civile, ont déjà été formés pour élaborer dans chaque entité des plans de sécurité adaptés aux menaces du terrain. Afin de doter la police nationale des moyens de sa mission, j'ai promulgué le 1er juillet 2025 la loi de programmation de la réforme policière pour 2026 à 2030. Elle prévoit sur 5 ans l'acquisition d'équipements adaptés, le recrutement et la formation de 90 000 nouveaux policiers, la mise à la retraite progressive de 10 000 agents et un vaste programme de construction et de réhabilitation d'infrastructures. Dans ce cadre, 700 nouvelles recrues suivent déjà leur formation à Kassangoulou, au Congo central, tandis que l'école de police de Kapalata dans la province de la Tchopo, réhabilitée et portée à 2000 apprenants, s'apprête à accueillir de nouvelles promotions. Simultanément, nous avons poursuivi l'équipement en moyens de mobilité de l'ensemble des services, police nationale, Agence nationale de renseignement, Direction générale des migrations, Commission permanente des frontières, mécanisme gouvernemental de sécurité. Les administrateurs de territoire sont dotés de véhicules de fonction pour que l'autorité de l'État soit présente, active et réactive là où vivent nos compatriotes. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, la stabilité de notre pays repose sur la paix au sein de chacune de nos communautés. C'est le sens de l'attention particulière portée aux affaires coutumières. Des audiences foraines ont été organisées. Des campagnes de médiation et de réconciliation ont été menées au Sud Kivu, au Mai-Ndombe, dans la Tchopo, au Tanganyika, qui ont permis de résoudre de nombreux différends, de pacifier des zones entières et de favoriser le retour des déplacés. À Osio, dans la Tchopo, un rituel de réconciliation a scellé le rapprochement entre les communautés Mbole et Lengola, tandis qu'un forum de la paix et du développement est en préparation pour l'espace Grand Bandundu. Par ailleurs, la certification des entités coutumières, la reconnaissance à titre pilote de plus de 350 chefs coutumiers dans le Haut-Ouélé, ainsi que le lancement d'un cadre de concertation multi-acteurs pour la mise en œuvre de la loi relative à la protection des peuples autochtones pygmées, traduisent notre volonté de réguler ce secteur sensible, de garantir les droits des communautés et de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire sans renier nos traditions. Ainsi, dans la douleur d'une agression injuste, mais avec détermination, nous reconstruisons un appareil sécuritaire plus professionnel, plus proche du citoyen, mieux encadré et plus respectueux des droits humains. Nous voulons qu'aucune parcelle du territoire national ne soit abandonnée au désordre, à la loi des armes ou à l'arbitraire. Enfin, garantir la sécurité, c'est aussi mieux connaître celles et ceux que nous protégeons. Après des décennies de tentatives avortées, nous avons remis sur les rails le processus d'identification nationale. L'Office national d'identification de la population, l'ONIP, se prépare avec un budget stabilisé dès 2026 à lancer des opérations de collecte des données en mutualisant les acquis de la Commission électorale nationale indépendante. Les kits et les données d'enrôlement seront transférés à l'ONIP, de sorte que les électeurs enrôlés, dont les données biométriques seront mises à jour, bien sûr, puissent être les premiers à recevoir une carte d'identité nationale sécurisée.
Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, la paix ne se défend pas seulement sur nos collines et nos frontières, elle se défend aussi dans les salles de négociation, dans les organisations internationales et au cœur des grandes décisions qui structurent le monde. À ce titre, 2025 a vu se confirmer une réalité désormais incontestable. La voix de la République démocratique du Congo compte à nouveau dans le concert des nations. En effet, dans le prolongement de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773, notre pays a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027 avec 183 voix sur 187 après avoir rejoint quelques mois auparavant le Conseil des droits de l'homme à Genève et accédé à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Au plan régional, la République démocratique du Congo a pris en novembre 2025 la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL. À l'issue du 9e sommet ordinaire tenu ici même à Kinshasa avec pour mandat de relancer la mise en œuvre du cadre de paix, de sécurité et de coopération pour notre pays et pour la région. Ces responsabilités attestent que la République démocratique du Congo s'affirme désormais comme une puissance d'influence et de proposition, appelée à peser sur les décisions majeures qui façonnent la paix, la sécurité, les droits humains et le développement en Afrique comme à l'échelle mondiale. Notre diplomatie régionale s'est également intensifiée au sein de la SADC, de la CEEAC et de l'EAC, du COMESA et de la ZLECAf. Partout, nous affirmons une ligne claire. La paix dans les Grands Lacs est la condition non négociable de la prospérité du continent. Une paix fondée sur la justice, portée par la vérité et garantie par le respect de notre souveraineté. Par ailleurs, notre diplomatie n'a pas été seulement défensive. Elle a été également offensive et proactive pour diversifier nos partenariats et inscrire la République démocratique du Congo dans les grandes dynamiques de ce siècle. Ainsi, nous avons poursuivi un redéploiement géostratégique vers de nouveaux espaces de coopération. En Amérique latine, des missions interministérielles en Uruguay, en Argentine et au Brésil ont permis de conclure des accords opérationnels dans la défense, l'agriculture, la culture et les technologies, ouvrant à notre pays des marchés et des transferts de compétences jusqu'ici peu exploités. En Afrique, nous avons relancé une relation stratégique avec l'Éthiopie, notamment autour de la transition énergétique et des grands ouvrages hydroélectriques, dans une logique assumée de coopération sud-sud. Au Moyen-Orient, nous avons consolidé nos liens d'amitié avec l'État d'Israël, les Émirats arabes unis et le Qatar, dans une dynamique d'ouverture équilibrée, d'investissement, d'innovation et de sécurité. En Asie du Sud-Est, nous avons approfondi nos partenariats avec l'Indonésie et le Vietnam afin de diversifier nos chaînes de valeur et d'accélérer les coopérations industrielles et technologiques. En Europe et en Asie centrale, nous avons ouvert de nouveaux horizons de coopération avec la Serbie, la Hongrie et le Kazakhstan pour développer des projets conjoints dans l'industrialisation, les infrastructures, l'agro-industrie et la logistique. À titre d'illustration, lors de la récente visite à Kinshasa de Son Altesse l'émir du Qatar, 6 accords structurants ont été conclus, touchant au développement des infrastructures portuaires, à la coopération juridique, à l'exemption réciproque de visas pour certaines catégories, à l'appui humanitaire multisectoriel, à la promotion de la jeunesse et des sports, ainsi qu'à la consultation politique régulière.
Ces instruments juridiques produiront des effets concrets sur notre économie, le fonctionnement de la justice, la mobilité des personnes, le renforcement de nos services sociaux et l'efficacité de notre action diplomatique. Dans le même esprit, en marge de la signature de la déclaration conjointe entérinant les accords de Washington pour la paix et la prospérité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un autre tournant diplomatique majeur a été franchi avec les États-Unis d'Amérique. En effet, sous ma conduite, notre pays a conclu avec Washington un accord économique stratégique ainsi qu'un mémorandum d'entente sécuritaire consacrant un approfondissement sans précédent d'un partenariat fondé sur la confiance, la transparence et la convergence de nos intérêts. Cet accord économique s'inscrit dans la dynamique mondiale de sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Il ouvre un cadre de coopération de long terme visant à renforcer la gouvernance et la traçabilité de nos ressources, à stimuler la transformation locale et à soutenir des projets structurants capables de relier la richesse minière à l'industrialisation et à la création d'emplois. Il prévoit notamment un appui à la modernisation du corridor Sakania-Lobito, au développement du Grand Tinga et à la mise en place de mécanismes favorisant un environnement d'investissement plus sûr, plus lisible et plus compétitif pour les entreprises américaines. D'autre part, le mémorandum d'entente en matière de sécurité renforce la coopération dans la protection des infrastructures critiques, l'amélioration de nos capacités de défense et de renseignement et la lutte contre les trafics transfrontaliers, notamment ceux liés à l'exploitation illicite des minerais. À travers ces instruments, nous affirmons notre ambition de convertir nos ressources stratégiques en puissance de développement et faire de nos partenariats internationaux des accélérateurs de souveraineté, de stabilité et de prospérité partagée. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, notre diplomatie ne se réduit pas à la défense de nos seuls intérêts. Elle porte une certaine idée de l'humanité et du droit. À Genève, notre élection au Conseil des droits de l'homme nous investit d'une responsabilité majeure, défendre par l'exemple la dignité humaine et les libertés fondamentales. C'est le sens des démarches que nous avons engagées pour la mise en place de mécanismes internationaux d'enquête sur les violations graves des droits humains, notamment à Goma et dans d'autres régions du pays, tout en intensifiant notre plaidoyer pour la reconnaissance internationale du Génocoste. À New York, j'ai réitéré lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies le soutien de la République démocratique du Congo à l'intégration du crime d'écocide dans le droit international. Nous voulons que la destruction massive et délibérée de l'environnement soit reconnue et sanctionnée avec la même gravité que ses conséquences pour l'humanité. Cette position prolonge naturellement notre identité de pays solution climatique, gardien de la deuxième forêt tropicale du monde et de réserve d'eau douce d'importance planétaire. Dans toutes les enceintes multilatérales, nous défendons une exigence d'équité, justice pour les victimes de l'Est, justice dans la gouvernance et la traçabilité de nos ressources, justice enfin dans les règles financières internationales afin que les pays comme le nôtre puissent accéder à des financements responsables, soutenables et adaptés aux impératifs de reconstruction et de développement. Ainsi, la République démocratique du Congo a cessé d'être une périphérie des relations internationales. Elle y occupe à nouveau une place centrale, reconnue et écoutée. Nous n'emploierons cette position ni pour humilier qui que ce soit, ni pour alimenter d'autres conflits, mais pour défendre ce qui est le plus cher, notre souveraineté, notre intégrité territoriale, la dignité de notre peuple et notre vocation à être un pays solution pour l'Afrique et pour le monde. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Mes très chers compatriotes, dans un contexte de guerre, d'agression, de chocs externes et de tensions géopolitiques mondiales, notre économie n'a pas cédé. Elle a tenu, elle a résisté et dans plusieurs domaines, elle a progressé. En 2025, malgré l'aggravation de la situation sécuritaire à l'Est, notre pays a fait preuve d'une résilience macroéconomique remarquable. L'inflation, qui était de 11,7% à fin 2024, a été ramenée à 2,5% en rythme annuel fin octobre 2025. Nettement en dessous de l'objectif de 7% fixé par la Banque centrale du Congo. Le franc congolais s'est apprécié d'environ 29% par rapport au dollar, aussi bien sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle, retrouvant une stabilité que notre peuple n'avait plus connue depuis de longues années. Nos réserves de change s'établissent à près de 7,4 milliards de dollars, soit l'équivalent d'environ 3 mois d'importation, conforme aux standards de viabilité du Fonds monétaire international, et dans le même temps, la balance des biens demeure excédentaire avec un surplus provisoire estimé à 9,9 milliards de dollars à fin août 2025. La croissance est quant à elle estimée à 5,6% en 2025, au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée entre 3,8% et 4,1%. Cette performance est portée non seulement par le dynamisme du secteur minier, mais aussi par la montée en puissance progressive des secteurs non extractifs, conformément aux ambitions de bâtir une économie plus forte, plus diversifiée, plus inclusive et plus durable. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils traduisent la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028, structuré autour des engagements que j'ai pris devant la nation: plus de pouvoir d'achat, plus d'emplois, une économie plus diversifiée, donc plus compétitive. Sur le plan budgétaire, l'année 2025 a été marquée par une amélioration de la mobilisation des recettes et par un effort de discipline dans la dépense publique. En cumul annuel, le Trésor a mobilisé environ 25 014,6 milliards de francs congolais de recettes pour des dépenses de l'ordre de 29 200,2 milliards de francs congolais, soit un déficit d'environ 4 185,6 milliards de francs congolais, maîtrisé au regard des besoins exceptionnels liés à la guerre à l'Est et aux priorités sociales, notamment le programme de développement local des 145 territoires. Ces avancées n'auraient pas été possibles sans un chantier de modernisation fiscale résolu, fondé notamment sur la généralisation de la facture normalisée de la TVA et la digitalisation de l'ensemble de la chaîne de mobilisation des recettes. L'institution de la Commission permanente interministérielle de rationalisation de la parafiscalité, la COPI-RAP, pour assainir et harmoniser les prélèvements. La mise en route de la Commission nationale de médiation fiscale afin de désamorcer les litiges en amont, d'accélérer leur règlement et de renforcer la sécurité juridique des contribuables. S'agissant du projet de budget 2026, celui-ci se caractérise par son ambition et son équilibre, avec un niveau de recettes et de dépenses estimé à 59 020,5 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars. Il marque une progression significative de 16,4% par rapport au budget rectificatif 2025, arrêté à 50 691,8 milliards de francs congolais, soit 17,7 milliards de dollars américains. Ce cadrage traduit la détermination du gouvernement à consolider les acquis de la stabilité macroéconomique, à inscrire l'action publique sur une trajectoire budgétaire soutenable et à engager la dynamique visant le doublement des recettes courantes d'ici 2028. Il marque également la volonté d'accroître la capacité de l'État à financer en pleine souveraineté ses priorités stratégiques.
Les dotations substantielles en faveur des infrastructures, de la sécurité, de la diversification économique et des secteurs sociaux essentiels attestent de notre engagement à améliorer le bien-être des populations, à réduire les inégalités et à reconstruire les territoires affectés par les conflits dans un esprit de cohésion nationale et de développement durable. Notre rigueur n'a pas été synonyme d'austérité aveugle pour autant. Elle a été mise au service de la dignité de celles et ceux qui servent l'État. La masse salariale mensuelle atteint désormais environ 1 250 milliards de francs congolais, dont près de 960 milliards pour plus de 1,7 million d'agents publics. Nous avons tenu nos engagements en appuyant les accords de Bibois en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en améliorant le traitement de base des agents et fonctionnaires de l'État et en intégrant 2500 magistrats dans la paie publique. Parallèlement, des dépenses de fonctionnement ont été reclassées vers la rémunération afin de privilégier le travail et le mérite. Dans le même esprit, notre politique budgétaire a permis le doublement des rémunérations des militaires et des policiers, le financement par le Trésor public des premiers jalons de la couverture santé universelle, la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, ainsi que le versement régulier des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, la CNSAP, au bénéfice des agents publics. En effet, depuis mai 2025, les militaires et les policiers sont officiellement intégrés au régime spécial de sécurité sociale de la CNSAP, conformément à la loi numéro 22/031, avec des cotisations partagées, 8% pour l'État, 4% pour l'agent, et couverture renforcée, retraite, risque professionnel, prestations familiales. Cette extension sécurise leur avenir social et reconnaît leur service à la nation en leur offrant une protection enfin à la hauteur de leur engagement. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, la stabilité macroéconomique n'a de sens que si elle se ressent dans le panier de la ménagère. C'est pourquoi nous avons déployé en parallèle une politique active de lutte contre la vie chère. Dans le secteur pétrolier, les négociations menées avec la profession ont permis de réduire le prix du litre d'essence à la pompe, passé de 9 990 francs congolais à 2 440 francs congolais dans la zone ouest et de 3 772 francs congolais à 3 280 francs congolais dans la zone nord et de 3 889 francs congolais à 3 330 francs congolais dans la zone sud, avec un impact direct sur les coûts de transport. Nous avons mené une réforme courageuse, mettant fin à la subvention pétrolière pour les sociétés minières et leurs sous-traitants, ce qui a permis de faire passer les recettes fiscales pétrolières d'environ 4 milliards à 63 milliards de francs congolais dès le premier mois de la réforme. Les pertes et manques à gagner ont quant à eux été contenus autour de 30 millions de dollars en 2025. Dans le secteur de l'économie réelle, dans l'espace du Grand Katanga, le prix du sac de 25 kg de maïs, qui atteignait jusqu'à 50 $ en période de soudure, se situe désormais entre 13 et 15 $, tandis que le MECA est stabilisé à 3 000 francs congolais à Lubumbashi. Le Fonds de redressement économique, le FOREC, a financé la production vivrière et les capacités de stockage, tandis que l'usage de l'application Talo ainsi que l'action des centaines d'inspecteurs économiques modernise la surveillance des prix et la lutte contre la spéculation. Ces efforts conjugués, à savoir la baisse des prix à la pompe, la maîtrise des tarifs alimentaires et le contrôle des circuits de distribution, démontrent que notre combat pour le pouvoir d'achat n'est pas théorique, il se mesure chaque jour dans la vie des ménages, sur les marchés, dans les transports et dans l'assiette de nos compatriotes. Je sais que les effets ne sont pas encore pleinement perceptibles, mais notre action ne s'arrêtera pas là. Nous allons la prolonger
et l'intensifier, en sécurisant les approvisionnements, en réduisant les surcoûts, en combattant la spéculation et en soutenant la production locale afin d'ancrer durablement la baisse des prix. Mes très chers compatriotes, en 2025, nous avons poursuivi la refondation de notre gouvernance minière afin que nos ressources cessent d'être une malédiction et deviennent un moteur de développement partagé. Parmi les avancées significatives, je peux citer l'assainissement du fichier cadastral permettant la reprise de 30 000 périmètres miniers auprès d'opérateurs défaillants ou inactifs, libérant ainsi un espace important pour de nouveaux investissements crédibles. La formalisation de zones de recherche géologique couvrant environ 36 000 km² destinées à préparer les futures campagnes d'exploration stratégique. La fixation de quotas d'exportation de cobalt qui a permis à la République démocratique du Congo d'influer sur l'équilibre du marché international et de soutenir les prix de ce minerai stratégique. La classification des territoires de Massissi et de Calais en zone rouge, interdisant toute activité d'extraction et de commercialisation des minerais dans les zones occupées par des groupes armés afin de tarir leurs sources illégales de financement. L'ouverture d'un bureau de centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, le CEEC, à Washington, pour favoriser la vente directe de nos produits miniers sur le marché américain et renforcer la valeur ajoutée nationale. L'installation d'un laboratoire national à Mousompo et le déploiement de la plateforme numérique e-Trace Mines afin d'améliorer la traçabilité, la transparence et la crédibilité de nos exportations. Ces réformes s'accompagnent d'orientations claires: meilleure connaissance géologique, digitalisation complète du cadastre, formalisation de l'artisanat minier, contrôle du quota d'emploi congolais dans les entreprises minières, protection de l'environnement et des droits des communautés locales. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, la modernisation des infrastructures de transport est au cœur de notre politique nationale de développement. Les routes stabilisées, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les instruments de mobilité, de croissance économique et d'unité nationale. En 2025, 8 000 km de routes de desserte agricole ont été entretenues sur financement du Fonds national d'entretien routier, le FONER. Le gouvernement s'est engagé à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires sur un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. En 2026, nous ouvrirons de véritables corridors d'unité nationale en réhabilitant 3 735 km de routes stabilisées. Ainsi, sur la RN1, 115 km seront réalisés entre Chikapa et la frontière angolaise. Sur la RN39, 229 km relieront Kamwesha, Kabwanga, Chimbulu et Mbujimai. Sur la RN2, les 475 km restants permettront à joindre Mbujimai à Bukavu. Sur la RN7, 1184 km connecteront Kananga à Kisangani. Sur la RN42, 126 km seront réhabilités entre Lusambo et le Sankourou. Sur la RN8, 856 km relieront Mbandaka à Ikela via Boende et Ingende. Enfin, sur la RN4, 750 km permettront de relier Kisangani, Bunia et Mahagi. Nous moderniserons également en partenariat public-privé le tronçon Kisangani-Ubundu, 125 km. Les études de faisabilité du chemin de fer Uvinza-Gitega-Kindu seront finalisées
tandis que le projet ferroviaire Kalemi, Mbujimaï, Kananga, Ilebo et le tracé Mweneditu-Kindu ouvriront de nouvelles perspectives de désenclavement. La réhabilitation de la ligne urbaine Kinshasa-Mboudi via Kitambo Magasin et le lancement du chemin de fer Kananga-Mbujimaï-Kabalo renforceront quant à eux la mobilité nationale et métropolitaine. Nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports, Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lissala, ainsi que Kolwezi. Je répète, nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports, Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lissala, ainsi que Kolwezi, ainsi que Kolwezi, Bunia, Kananga, Kalemi, Lubumbashi et Kinshasa, Njili. Ces avancées ne sont pas de simples chantiers. Elles sont la preuve de notre détermination à bâtir une République démocratique du Congo forte, moderne et connectée. Elles traduisent une conviction claire. Le développement se gagne par la mobilité, la croissance s'enracine dans les infrastructures et l'unité nationale se renforce par la proximité entre les provinces et les peuples. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, en 2025, nous avons franchi un cap décisif avec le lancement, le 28 août, de la campagne agricole 2025-2026, placée sous le signe de la souveraineté alimentaire. À cette occasion, des moyens importants ont été mobilisés pour doter nos producteurs de semences améliorées, d'engrais, de produits phytosanitaires, respectueux de l'environnement et de matériel aratoire, dont la poursuite de la mise à disposition de 600 tracteurs et de leurs équipements afin d'accélérer la mécanisation sur l'ensemble du territoire. Pour les campagnes 2024-2025 et 2025-2026, ce sont plusieurs milliers de tonnes de semences vivrières et maraîchères, des dizaines de milliers de kilomètres linéaires de boutures de manioc et des millions de plantules de cultures pérennes, cacao, café, palmier à huile, qui ont été programmés afin de renforcer la production de base dans les territoires. En parallèle, nous avons lancé une campagne de promotion des cultures pérennes, cacao, café, quinquina, avec l'ambition d'atteindre à terme des volumes d'exportation de l'ordre de 120 000 tonnes de cacao et 50 000 tonnes de café, créant ainsi des revenus durables pour les petits planteurs. Pour mieux protéger les exploitants contre les chocs climatiques, nous avons commencé à déployer un mécanisme novateur d'assurance agricole indicielle. Plus de 100 000 agriculteurs bénéficient déjà d'un produit d'assurance lié au risque climatique et de nouveaux produits vont couvrir dès 2026 les maladies des cultures comme la chenille légionnaire. Dans le secteur de la pêche et de l'élevage, nous avons relancé la modernisation d'une filière longtemps délaissée. L'acquisition d'une flotte de pêche et la mise en place en cours d'une chaîne de froid doivent accroître la production nationale et réduire les importations de poissons. Nous avons également lancé le développement de 8 pôles avicoles à Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimaï, Butembo, Chikapa, Gbadolite, Kisangani et Bukavu pour réduire notre dépendance aux importations de produits avicoles, structurer des chaînes de valeur complètes, ferme parentale, alimentation, abattage, transformation, et offrir des opportunités à des milliers de petits éleveurs.
Ces avancées ne nous font pas oublier les défis. La productivité reste faible, les coûts logistiques élevés et la dépendance aux importations de certains produits de base demeurent. Mais elle montre clairement la direction que nous avons prise. Produire davantage chez nous, protéger nos producteurs, sécuriser nos filières. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, dans le domaine de l'électricité, notre pays est en train de changer d'échelle. Nous revenons de loin. En 2019, seuls 9% de nos compatriotes avaient accès à l'énergie électrique. En 2025, ce taux s'établit à 21,5%. Signe d'une accélération sans précédent de l'électrification nationale, soit la progression la plus rapide de notre histoire. Ce bond s'inscrit dans le cadre du compact énergétique, colonne vertébrale de la mission 300. Pour la première fois, notre pays dispose d'un cadre unique qui ordonne investissement et réformes afin de porter l'accès à 62% d'ici 2030, d'accélérer la cuisson propre et de mobiliser à l'échelle requise les financements publics et privés. Concrètement, au cours de l'année, des dizaines d'ouvrages de l'ANSER ont été mis en service et le seront encore dans les prochains mois, apportant l'électricité à plus d'1 million de Congolaises et de Congolais supplémentaires. Dans le même élan, la centrale hydroélectrique de Kakobola franchit ses ultimes jalons, la plupart des prérequis techniques et financiers étant désormais levés. Pour sa part, la Société nationale d'électricité, la SNEL, a remis en service plusieurs groupes de production, dont le G25 Dinga 2, avec 193 MW récupérés, une puissance plus grande que celle de toute la République centrafricaine, soit une démonstration éloquente de la puissance énergétique de notre pays et de l'ampleur du potentiel encore à valoriser. Grâce au partenariat public-privé mis en place, 70% de cette énergie est desservie au secteur privé, tandis que 30%, soit 55 MW, sont réorientés vers la desserte domestique, ce qui permettra d'alimenter environ 300 000 foyers supplémentaires à Kinshasa. Dans la continuité de cet effort, le G24 entrera en travaux pour une durée estimée à 24 mois, avec à la clé 192 MW supplémentaires qui seront injectés sur le réseau, dont 100% reviendront à la commercialisation par la SNEL au bénéfice direct des usagers. La SNEL a par ailleurs renforcé ses réseaux de transport et de distribution, notamment à Maluku, Kinshasa, Kasumbalesa, ainsi que dans plusieurs provinces, afin d'améliorer la stabilité et la qualité du service. En outre, des études ont été lancées pour la production locale de panneaux solaires et de batteries, afin de réduire les coûts, structurer une chaîne de valeur nationale et accélérer notre transition énergétique. Enfin, un appui soutenu a été apporté à l'Agence de développement du projet Grand Tinga pour accélérer les préparatifs d'Inga 3 en partenariat avec les acteurs tant locaux qu'internationaux. En parallèle, nous avons adopté pour la première fois une politique nationale de l'eau et une politique nationale de l'énergie alignées sur le programme d'action du gouvernement 2024-2028. L'objectif est de faire progresser l'accès à l'eau potable de 36% en 2024 à 70% en 2028. En combinant grands réseaux urbains, forages, mini-réseaux ruraux et gestion rurale de la ressource. Les défis demeurent considérables. Une partie de nos infrastructures est obsolète et des poches de délestage persistent et nos opérateurs publics font face à des contraintes financières. Pour autant, la trajectoire est désormais sans ambiguïté. L'accès de tous à une énergie fiable, fondée sur nos ressources renouvelables et respectueuse de l'environnement. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, aucune économie ne prospère sans transport fiable. C'est le sens des avancées enregistrées cette année dans ce secteur stratégique. Dans le domaine aérien,
La mise en service de la compagnie nationale Air Congo a sensiblement amélioré la connectivité intérieure. 2 Boeing 737-800 desservent désormais 11 lignes domestiques. 2 ATR-72 viendront renforcer la flotte en 2026, tandis qu'un plan d'expansion prévoit l'ouverture de 14 destinations africaines, puis de liaisons vers l'Europe et le Moyen-Orient. Dans le domaine maritime et portuaire, les travaux du port en eau profonde de Banana démarrent, offrant à la République démocratique du Congo une porte océanique pleinement maîtrisée, capable de réduire les coûts de transport, de créer des milliers d'emplois et d'ancrer le développement du corridor Kinshasa-Banana. Dans le domaine ferroviaire, la réhabilitation des tronçons de la ligne Matadi-Kinshasa a permis la reprise du trafic voyageurs, marqué par un premier voyage symbolique le 18 octobre 2025. C'est la renaissance progressive du rail congolais, indispensable au transport de masse et au désengorgement de nos routes. Dans le domaine fluvial, une campagne de balisage a été lancée sur les rivières Kwango, Kwilu et Kasai, s'ajoutant aux 1734 km déjà sécurisés sur le fleuve Congo et aux 605 km balisés sur la rivière Kasai. L'acquisition pour la première fois en 40 ans d'une drague multifonction permet de reprendre le dragage de nos voies navigables. Dans le secteur des hydrocarbures, notre action s'est structurée autour de 3 priorités. Contrôler, sécuriser l'approvisionnement et accélérer la transition vers des énergies plus propres. D'abord, le renforcement des dispositifs de contrôle et de lutte contre la fraude a doublé les volumes légaux distribués de 50 000 à 100 000 mètres cubes par mois sur la voie ouest et de 90 000 à 150 000 mètres cubes sur la voie sud. Cette progression s'est traduite par une hausse des recettes parafiscales, un approvisionnement plus régulier et une baisse d'environ 10% du prix à la pompe, avec un effet immédiat sur le pouvoir d'achat des ménages. Ensuite, l'arrêté sur le contenu local a posé les bases d'une participation accrue des entreprises et de la main-d'œuvre congolaise, en amont comme en aval, dans la prestation de services et la sous-traitance pétrolière. Parallèlement, nous conduisons des études d'infrastructures stratégiques, capacités de stockage et pipelines transfrontaliers, afin de sécuriser durablement l'approvisionnement en produits pétroliers et de réduire la vulnérabilité de notre économie aux chocs logistiques. Enfin, nous encourageons les énergies plus propres, en particulier le gaz de pétrole liquéfié, le GPL, pour la cuisson, afin de soulager la pression sur les forêts, améliorer la qualité de l'air dans les foyers et honorer nos engagements climatiques. Ainsi, contrôle, souveraineté énergétique et transition écologique avancent de concert au service de la stabilité des marchés, du pouvoir d'achat et de l'avenir de notre nation. Mes très chers compatriotes, il vous souviendra qu'en 2021, j'avais pris l'initiative de lancer le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle. Un chantier ambitieux destiné au milieu rural, dont l'objectif est de réduire les inégalités spatiales et de transformer durablement les conditions de vie de nos concitoyens longtemps privés d'infrastructures et de services sociaux de base. Son premier volet prévoyait la construction, la réhabilitation et l'équipement de 2130 ouvrages répartis comme suit: 1199 écoles, 786 centres de santé et 145 bâtiments administratifs destinés à restaurer l'autorité de l'État dans chaque chef-lieu de territoire. Les travaux ont démarré au deuxième trimestre 2022. À ce jour, 865 ouvrages ont été achevés, répartis comme suit: 279 réalisés par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, la CFF, 312 par le Bureau central de coordination, le BCECO, et 274 par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, soit 530 écoles primaires, 275 centres de santé
et 60 bâtiments administratifs. Le taux d'achèvement global du premier volet s'établit ainsi à environ 40,6%, soit 850 ouvrages finalisés sur 2130 attendus, incluant les 205 ouvrages livrés durant mon premier mandat. Les constats consolidés demeurent toutefois contrastés. Si de nombreuses infrastructures ont été achevées et réceptionnées, des retards et des arrêts persistent, notamment dans le Grand Katanga. Sur 339 ouvrages attendus, 138 sont à l'arrêt, et dans certaines zones en conflit à l'Est aussi. Dans les 7 provinces inspectées cette année, 249 ouvrages seulement ont été livrés sur 672, soit environ 37%. Je n'entends pas minimiser ce constat. Il nous oblige à assainir les contrats défaillants, à réviser les modalités d'exécution avec les agences Je disais donc, il nous oblige à assainir les contrats défaillants, à réviser les modalités d'exécution avec les agences, à intégrer les contraintes sécuritaires et logistiques et à rétablir une gouvernance exigeante fondée sur la rigueur, la transparence et la redevabilité. C'est dans cet esprit que le 7 mars 2025, j'ai nommé un conseiller spécial chargé du suivi de l'exécution PDL 145T afin de garantir la bonne poursuite des travaux et l'achèvement dans les délais resserrés des infrastructures prévues. J'invite à cet effet le gouvernement à assumer pleinement ses responsabilités et à intensifier l'exécution des réformes et des chantiers. Mon ambition est d'accélérer l'achèvement de l'ensemble des infrastructures prioritaires d'ici 2026 pour que chaque territoire rural bénéficie pleinement et sans délai des dividendes de l'action publique. Dans un autre registre, nous avons décidé de repenser en profondeur le développement du monde rural. Pour la première fois depuis la création du ministère en 1977, une politique nationale de développement en milieu rural a été élaborée, assortie d'un plan de revitalisation des milieux ruraux et d'un schéma directeur des infrastructures de base, routes de desserte, eau, électricité, habitat, connectivité. Plusieurs programmes structurants sont en cours, entre autres le programme d'appui au développement rural, le PADER, financé sur ressources internes à hauteur de 772 millions de dollars pour aménager 11 423 km de routes de desserte agricole, baliser 11 432 km de voies navigables rurales, installer 385 mini-réseaux d'eau potable et accompagner plus de 435 000 petits exploitants et 300 000 maraîchers. Le volet rural du Programme national de développement agricole, appuyé par la Banque mondiale, pour réhabiliter plus de 3 000 km de routes semi-stabilisées, avec une perspective portée à 5 000 km grâce à la restructuration du programme. Le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques, prise 2, financé par la Banque africaine de développement, qui a déjà permis la construction de bâtiments scolaires, de centres de santé, de bureaux publics et de châteaux d'eau dans plusieurs provinces du Grand Kasaï et du Grand Bandundu. Le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, également avec la BAD, qui soutient la modernisation des filières de manioc et maïs et la réduction des disparités économiques entre villes et campagnes. Ces efforts convergent vers un même objectif, revitaliser nos campagnes, stabiliser les populations et réduire l'exode rural. Enfin, dans le secteur de l'urbanisme et de l'habitat, nous avons commencé à répondre aux urgences et à préparer l'avenir avec lucidité sur les défis persistants. À Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien, des embouteillages devenus monstres.
Je disais, à Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien. Des embouteillages devenus monstres. Ils épuisent nos familles, freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine, elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuses, fondées sur une vision d'ensemble de la mobilité, de l'occupation du sol et du développement des pôles d'activité. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, s'il vous plaît. L'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les décisions structurantes engagées pour désengorger, réorganiser et mieux planifier Kinshasa, tout en préparant la modernisation de nos grandes villes. Ainsi, le projet d'extension de la ville vers la cité industrielle de Maluku sur 430 km², dont une première phase de 75 km² entrera en exécution dès le premier trimestre 2026. Sur 5 ans, il prévoit la construction de 1200 usines, dont 160 dès 2026, afin de décongestionner la capitale, créer des emplois, améliorer la desserte en eau et en électricité et organiser plus efficacement la gestion urbaine. Ce projet répond à une exigence de bon sens. Repenser l'espace de croissance de Kinshasa pour restaurer la fluidité, la sécurité et la dignité de la vie urbaine. En parallèle, le guichet unique de délivrance des permis de construire, GUPEC, expérimenté à Kinshasa, sera déployé dans plusieurs grandes villes, Lubumbashi, Kolwezi, Matadi, Kananga, Kisangani, Mbandaka, afin d'encadrer l'urbanisation, lutter contre le désordre foncier et sécuriser les investissements immobiliers conformément aux exigences du nouveau Code de l'urbanisme et de la construction. Notre ambition est de faire émerger des villes mieux planifiées, plus propres, plus fluides, plus sûres et plus humaines,
des villes où la croissance démographique ne rime plus avec chaos, mais avec opportunité, où l'urbanisme redevient un outil de prospérité, de cohésion sociale et de qualité de la vie. C'est à cette condition que Kinshasa et nos grandes agglomérations pourront pleinement jouer leur rôle de moteurs économiques et de symboles vivants de la modernité congolaise. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, une nation ne se mesure pas à la seule progression de son produit intérieur brut, mais à la manière dont elle accueille ses enfants à l'école, soigne les malades à l'hôpital, traite ses agents publics et protège les plus vulnérables. En dépit des défis et des dysfonctionnements structurels hérités de décennies de gouvernance défaillante, l'année 2025 a été pour notre système éducatif celle des réformes de fond et de l'exécution des engagements sociaux issus du dialogue d'août 2024 avec les organisations syndicales. Au niveau de l'éducation de base, nous avons consolidé la gratuité de l'enseignement primaire et amélioré de façon tangible les conditions de celles et ceux qui l'apportent au quotidien, les enseignants. Ainsi, le gouvernement a accordé un supplément de 100 000 francs congolais sur le salaire de chaque enseignant. Payer des différentes primes spécifiques, dont la prime de gratuité pour les enseignants du primaire, la prime des agents et cadres des services centraux de l'éducation nationale et la prime spéciale des inspecteurs. Nous avons engagé un vaste toilettage du fichier de paye pour régulariser la situation des enseignants non payés. Nous avons mis à la retraite 1100 enseignants du primaire âgés de 75 à 82 ans, désormais pris en charge par la SENSAP. Nous avons également régularisé la situation administrative de 2273 écoles publiques qui fonctionnent depuis des années sans acte juridique, levant ainsi les obstacles à leur mécanisation et à leur budgétisation. Nous avons également élaboré un statut particulier du personnel enseignant, alignant leurs droits sur ceux des agents de carrière de service public de l'État. Dans le même esprit, nous avons investi massivement dans les infrastructures scolaires. 1384 écoles ont été construites à travers le pays, dotées de 254 676 bancs et pupitres. Plus de 80 espaces temporaires d'apprentissage ont été installés pour les enfants déplacés par les guerres ou les catastrophes naturelles, afin que l'école les accompagne même dans l'épreuve. Aussi, une stratégie nationale d'alimentation scolaire a été adoptée pour lutter contre la faim à l'école et améliorer la rétention des élèves. Notre ambition ne se limite pas à l'accès, elle vise l'excellence. C'est dans cet esprit que nous avons lancé la refonte des programmes, adopté une stratégie nationale de formation continue pour les enseignants du secondaire et engagé la rationalisation des bureaux gestionnaires afin d'instaurer une gouvernance plus lisible, sobre et performante du système. Je veux également souligner un motif de fierté nationale. Notre pays est l'un des premiers en Afrique à avoir mis en place un système de correction de l'examen d'État basé sur les technologies modernes et l'intelligence artificielle, ainsi que le lancement du diplôme électronique sécurisé par la technologie blockchain, renforçant la fiabilité des résultats et la lutte contre la fraude documentaire, et assurant aussi une meilleure reconnaissance internationale des diplômes. En 2026, nous franchirons une nouvelle étape. Dans le cadre du PDL 145 territoires et de ses programmes complémentaires, le gouvernement prévoit de construire plus de 1000 écoles supplémentaires. Il mettra en service 4 grands instituts de formation au métier de l'enseignant et numérisera les services éducatifs et la chaîne de paye au moyen d'une carte biométrique multifonctionnaire. Enfin, déploiera à grande échelle
l'enseignement à distance. Ainsi, la gratuité prend tout son sens. Une école accessible, mieux équipée, mieux encadrée, plus moderne. S'agissant de l'enseignement supérieur et universitaire, nous poursuivons un programme ambitieux de modernisation des infrastructures, de réforme académique et de digitalisation de la gouvernance. En 2025, plusieurs universités et instituts supérieurs à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu, Kikwit, Mbujimaï et dans bien d'autres villes ont bénéficié de chantiers de construction et de réhabilitation. Bâtiments académiques, laboratoires, bibliothèques, homes d'étudiants, complexes sportifs, offrant à notre jeunesse des conditions d'études et de recherche à la hauteur de ses ambitions. Cette dynamique s'inscrit dans un vaste programme national d'expansion et de modernisation de l'enseignement supérieur. À ce titre, le lancement des travaux de construction de 14 universités supplémentaires est prévu dès le premier trimestre 2026. Ces nouveaux établissements seront conçus à une échelle encore plus ambitieuse, avec des infrastructures plus vastes, plus fonctionnelles et pleinement adaptées aux exigences contemporaines de la formation, de la recherche et de l'innovation. Chaque site s'inscrira dans une logique de campus intégré, doté de services essentiels et durables, centres de santé, solutions énergétiques fiables, voiries internes, accès sécurisé à l'eau, dispositifs de sécurité, ainsi que des pôles académiques modernes comprenant amphithéâtres, laboratoires de pointe, bibliothèques et espaces numériques. À travers cette nouvelle génération d'universités, notre objectif est de rapprocher l'excellence académique des provinces, réduire les inégalités territoriales d'accès au savoir et offrir à notre jeunesse un cadre d'apprentissage digne de ses talents, de sa créativité et de son ambition pour la République. 2 arrêtés majeurs ont en outre allégé les frais académiques des étudiants en situation de handicap et accéléré le déploiement de l'enseignement ouvert et à distance afin de garantir un accès plus équitable au savoir. Enfin, dans le domaine de la santé et de la recherche nucléaire, des avancées décisives sont engagées avec la structuration d'un projet stratégique de création d'un centre de cancérologie, d'une radiopharmacie nucléaire et d'une école supérieure dédiée. Conduit en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et le fonds OPEP, ce programme, en 2 phases, doit démarrer en 2026 et traduit notre engagement résolu dans la lutte contre le cancer et le développement de la recherche nucléaire appliquée. Mes très chers compatriotes, alors que la voix de la République démocratique du Congo s'affirme comme celle d'un partenaire crédible, un défi demeure central: développer le capital humain et combattre le chômage structurel. En 2025, le secteur de la formation professionnelle s'est résolument mobilisé en posant des fondations juridiques, réglementaires et opérationnelles solides pour une approche orientée vers l'employabilité, la certification et les besoins prioritaires du pays, à travers notamment la ratification de la Convention de l'UNESCO sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle, ouvrant la voie à des standards reconnus et une coopération renforcée, l'adoption des modalités d'élaboration des normes nationales de qualité, référentiels et homologation des programmes débouchant sur la création, une première dans notre pays, du répertoire national des formateurs et de leurs modalités d'exercice, le déploiement du cahier de l'apprenant qui harmonise le suivi des apprentissages, l'identification des apprenants, la traçabilité du fonctionnement des établissements. Pardon. Honorables députés nationaux et sénateurs,
Mesdames et Messieurs, dès le début de mon mandat, j'ai affirmé que la santé ne serait plus le parent pauvre de nos politiques publiques. L'année 2025 en apporte une nouvelle preuve en confirmant notre volonté de bâtir un système de santé plus humain, plus résilient et plus équitable au service de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Au cœur de cette ambition, la couverture santé universelle constitue l'un des piliers majeurs de mon engagement en faveur du bien-être collectif. Elle vise un objectif simple et juste, garantir l'accès à des soins de qualité sans que le coût ne soit une barrière, en particulier pour les plus vulnérables. C'est dans cet esprit qu'en 2025, nous avons lancé la gratuité des accouchements et des soins des nouveau-nés, première étape concrète de la couverture santé universelle. Les résultats déjà observés sont encourageants. Plus de 2,6 millions d'accouchements ont été pris en charge et la mesure est actuellement opérationnelle dans 14 provinces. Cette avancée sociale décisive rend aux mères la dignité de donner la vie sans la peur du coût et offre à nos nouveau-nés un départ plus sûr dans l'existence. Mais, je le dis avec lucidité, la généralisation de cette gratuité exige une sécurisation rapide et durable des financements, un renforcement de nos maternités en équipement et en ressources humaines, ainsi qu'un pilotage rigoureux, transparent et fluide des mécanismes de remboursement. C'est à ce prix que la gratuité deviendra partout une réalité pleinement effective et irréversible. Parallèlement, nous avons poursuivi un vaste programme de modernisation des infrastructures sanitaires, car la couverture santé universelle ne peut se déployer sans un réseau solide d'établissements modernes et fonctionnels. Ainsi, l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimaï a été totalement rénové, tandis que d'importants travaux de réhabilitation et d'équipement se poursuivent au centre hospitalier universitaire de Kinshasa, ex-Mama Yemo, et à l'hôpital général de référence Jason Sendoué de Lubumbashi. Sur l'ensemble du territoire, les avancées sont sans précédent. Des hôpitaux généraux ont été réhabilités ou modernisés à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Mbandaka et dans plusieurs autres villes. 357 centres de santé sont en construction ou en achèvement dans le cadre du PDL 145 territoires. 240 nouveaux établissements ont été livrés dans le cadre du programme multisectoriel de nutrition et de santé au Kasaï, au Kwilu et au Sud Kivu, et près d'1 millier d'établissements et structures de santé ont été équipés en matériel médical, en eau et en énergie solaire, sans oublier l'installation d'incinérateurs modernes pour une meilleure gestion des déchets biomédicaux. Ces investissements ne sont pas de simples chantiers. Ils traduisent une conviction profonde. Moderniser un hôpital, c'est renforcer un droit. Construire un centre de santé, c'est rapprocher la République de ses citoyens. En matière de sécurité sanitaire, nous avons consolidé notre capacité de riposte grâce au Centre des opérations d'urgence de santé publique, qui a permis une coordination plus rapide et plus efficace face aux épidémies. Notre pays a ainsi suivi et pris en charge simultanément plusieurs menaces majeures, choléra, rougeole, mpox, peste, tout en adoptant un plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra, signe d'une approche désormais anticipative et plus structurée. Je voudrais souligner un fait marquant. La République démocratique du Congo a une nouvelle fois démontré sa maîtrise des crises sanitaires en parvenant à contenir et éradiquer une flambée d'Ebola en un temps record, confirmant notre contribution à la sécurité sanitaire régionale et mondiale. Nous avons également poursuivi la lutte contre les grandes endémies